Webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 56e webinaire organisé par le réseau Rappel et qui s'inscrit dans la dynamique de la 3e édition de la journée contre la précarité énergétique. Donc un événement qui vise à valoriser les initiatives de lutte contre la précarité énergétique pour rendre plus visible ce phénomène auprès des décideurs nationaux et du grand public. Donc c'est plus de 170 événements qui sont organisés en ce moment dans toute la France. Et donc, ce webinaire, il est consacré à la présentation du projet Territoire zéro logement passoire, qui est porté par l'association Alliance citoyenne. Donc aujourd'hui, c'est 45% de logements passoires qui sont dans le parc locatif privé. Et c'est aussi dans ce parc où le rythme de rénovation est le plus lent. Et c'est là aussi où les habitants concernés, donc les locataires, sont mis de côté des décisions de rénovation énergétique. Donc le projet Territoire zéro logement passoire, il vise à accompagner des groupes d'habitants locataires pour obtenir des travaux sur leur logement. Et pour ça, l'équipe d'Alliance citoyenne donc, réalise des pré-audits énergétiques et accompagne les habitants pour se structurer en syndicats d'habitants. Le but, c'est donc de porter la parole vers les bons acteurs et d'activer des leviers pour faire sortir les propriétaires de la réno-procrastination. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Adrien Roux, qui est directeur d'Alliance citoyenne, et Cécile Duterreau, qui est thérbicienne au sein de l'association. Donc, ils vont d'abord nous faire une présentation générale d'Alliance citoyenne et d'initiative Territoire zéro logement passoire. Et après, ils rentreront un peu plus dans le détail de la méthodologie d'intervention, en ce qui concerne, par exemple, le ciblage des bâtiments à rénover ou encore l'accompagnement des groupes d'habitants. Leur présentation sera notamment illustrée d'un cas concret de ce qu'ils ont pu faire à Villeurbanne. Et ils termineront leur présentation avec les perspectives concernant cette expérimentation. Donc ce temps de présentation sera suivi d'un temps de questions-réponses d'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup aux participants et participants d'être avec nous aujourd'hui. Merci Adrien et Cécile d'être avec nous également. On se retrouve donc dans 30 minutes pour le temps de questions-réponses et je laisse donc la parole à Adrien. Merci Aurélien. Donc voilà, moi je m'appelle Adrien Roux et donc je suis directeur responsable au sein de l'Alliance citoyenne et plus largement mon métier de base qui m'a amené à faire ça, je suis community organizer ou organisateur de la mobilisation citoyenne des syndicats d'habitants sur les territoires pour agir sur les injustices sociales et environnementales. Et après avoir beaucoup travaillé d'abord dans les quartiers de Grenoble au tout début, il y a une dizaine d'années, puis un peu plus en région agglomération lyonnaise, puis parisienne à Aubervilliers, Saint-Ouen-et-Saint-Denis. Voilà, aujourd'hui, j'ai un peu une fonction de coordination de tout ça, avec un fort intérêt sur ces enjeux qui sont à l'intersection des questions sociales et environnementales. Cécile, je te laisse. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Cécile Duterreau. Alors pour mon parcours, on va dire plutôt professionnel, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années en tant que thermicienne en bureau d'études. Et je suis maintenant chargée d'opération en maîtrise d'ouvrage pour la rénovation énergétique de bâtiments, bâtiments du campus de Grenoble. Donc en fait, on se décale un petit peu du logement, mais on est quand même dans la rénovation énergétique. Et en fait, voilà, donc ces différentes actions, et on va dire sur le plan professionnel, c'est bien, ça fait avancer les choses, mais ça suffit pas tout à fait. Et donc, du coup, j'ai rejoint Teselopa, donc j'ai rejoint Territoire zéro logement passoire en fait, pour apporter mon expertise au sein de cette initiative qui est bien complète sur les compétences. Et, euh, et donc, du coup, on va vous décrire ça ensemble. Et je te laisse, Adrien, présenter comment on en arrive à monter tes Zélopa, finalement. Yes. Donc, normalement, je vous partage mon écran. C'est bon, ça marche. C'est tout bon. TSVLOPA, c'est l'acronyme de Territoire Zéro Logement Passoire. Il y a des TSVLOPatistes. Et donc, le principe, alors, est-ce que ça défile? Ah, donc voilà, le
Ce travail territoire sans logement passoire est porté par l'Alliance citoyenne et on le verra, mêle principalement cet enjeu, le triple enjeu de ma fonction à moi initiale d'accompagnement, de mobilisation d'habitants concernés, donc des personnes qui habitent ces logements passoires, l'expertise sur comme c'est le cas de Cécile, du bâti, des immeubles, de l'enjeu énergétique et troisièmement l'enjeu d'action publique qui rend possible tout ça. L'Alliance citoyenne, pour en dire un mot, le point de départ, c'est de travailler sur une notion particulière qui est les asymétries de pouvoir, les situations d'asymétrie de pouvoir, ou on va dire les situations d'injustice ou de vulnérabilité sociale, dans lequel il y a une asymétrie de pouvoir, un écart finalement entre des personnes qui subissent une situation, ici les locataires, et des personnes qui sont en décision pour faire bouger. Donc la forme classique sur laquelle on va discuter un peu plus, c'est la situation des locataires qui sont en mal logement face à leurs propriétaires. Mais au sein de l'Alliance, il y a d'autres situations, par exemple des personnes qui vont être victimes de discrimination. L'Alliance a été un peu pointée du doigt pour ça, des femmes musulmanes face à des gens qui avaient des leviers pour leur autoriser ou leur interdire le droit de travailler avec leur foulard, par exemple, ou alors des personnes en situation de handicap qui, sur les enjeux de panne d'ascenseur ou autres, allaient être confrontées à des situations difficiles. Et l'enjeu de l'Alliance citoyenne, c'est de construire l'organisation collective pour permettre à ces personnes d'avoir prise sur les décisions qui les concernent. Sur les questions de logement passoire, le gros du travail a été vraiment initié et mené depuis longtemps, depuis 2012 finalement, dans les logements sociaux, où à travers une dynamique d'organisation collective dans les HLM, donc il n'y avait pas un angle particulier là-dessus. Des fois, les gens se mobilisaient face à des pannes d'ascenseur, des fois c'était face à des problèmes de cave, de parking. Et de plus en plus, c'est un sujet qui est monté au fur et à mesure de la décennie précédente, là, depuis 2012. Ça a été des mobilisations récurrentes avec des pétitions ou autres sur les enjeux de rénovation énergétique. Donc d'abord à Grenoble, ensuite à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin, à Saint-Ouen ou à Aubervilliers. Et c'est sur la base de ça, finalement, que la question s'est un peu posée, alors dans le cadre privilégié que va constituer le logement social, de dire, tiens, les locataires peuvent vraiment jouer un rôle quand même dans un mot à dire pour à la fois demander les logements, mais ensuite aussi en tant qu'usager, sur la conduite des travaux, ou en tout cas sur la bonne définition de ceux-ci. Sur la question des logements passoires, aujourd'hui, dans notre analyse générale, c'est que les HLM sont sur la bonne voie. De ce point de vue-là, c'est que le nombre de logements passoires dans les logements sociaux est plutôt sur une trajectoire descendante et avec un rythme surtout qui s'accélère. Les récents engagements gouvernementaux au moment du congrès USH devraient normalement accélérer encore cette tendance. Aurélien l'a rappelé en intro, où sont les logements passoires aujourd'hui? Il en reste dans le parc social. Il y en a beaucoup parmi les propriétaires occupants des maisons ou des appartements, 31 plus 8, là, près de 39%. Mais la plus grosse partie est dans le parc locatif privé. Or, et c'est un des enjeux là-dessus, il nous semble que le cœur de l'action publique aujourd'hui sur la rénovation va avoir le plus gros effet sur les propriétaires occupants. C'est les plus gros demandeurs et bénéficiaires de MaPrimeRénov', et c'est le parc dans lequel la dynamique de rénovation est la plus importante. Et donc, nous, on s'est posé la question de comment agir et accélérer les choses dans le parc locatif privé avec notre casquette de syndicat locataire, avec notre capacité d'organisation, notre méthodo pour organiser collectivement les locataires et renforcer leur pouvoir sur les décisions. Le cadre d'intervention de l'Alliance, finir là-dessus, mêle un travail vraiment à l'échelle des immeubles. En 2021, ce qui s'est passé, c'est que des acteurs qui faisaient du plaidoyer sur ces questions, notamment la Fondation Abbé Pierre et Greenpeace, sont venus nous chercher en disant vous avez dans votre association des membres qui sont des locataires en logement passoire. On a besoin de ces paroles-là, de les faire entendre pour pouvoir agir et pousser sur les enjeux de la loi.
Et donc, il y a eu cette dynamique un peu de coalition qui aujourd'hui porte le projet, on y reviendra, qui met l'Alliance citoyenne, la Fondation Abbé Pierre, Greenpeace, Alternativa, ou Leclerc, qui, notamment via Daniel Dubreuil, va jouer un rôle de conseiller, expertise et d'articulation de la dynamique de terrain avec le plaidoyer. Dans la foulée de 2021, le cadre légal dans lequel on se situe tous, c'est la loi climat et c'est les interdictions progressives de location des logements passoires, avec lesquels chacun de vous est bien familier. Et là, ce qu'on nous fait remonter de plus en plus, bon, on le voit déjà dans la presse, avec la couverture sur le sujet, c'est une fronde, en tout cas, de plus en plus de voix qui se font entendre pour dire que ce calendrier va être pas opérationnel ou que le rythme de rénovation ne va pas permettre d'éradiquer les passoires dans ce calendrier. Et donc, on analyse un peu ce truc-là pour arriver à définir notre rôle dans ce contexte-là, en ayant en tête qu'aujourd'hui, le cœur de l'action publique, là où ça bouge et là où ça s'accélère, c'est dans les propriétaires occupants. Ce cadre légal doit permettre d'accélérer les choses dans le parc locatif privé, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Encore, dernier élément de contexte dans lequel on évolue, en tout cas, c'est la situation la connaissance de la propriété assez concentrée, en général, et au sein des logements passoires en particulier, avec cette étude de l'INSEE de fin 2021 qui pointait que 3,5% des ménages possédaient 50% des logements. Et donc, cette question-là, pour bien le cadre dans lequel on la pose, il y a une question politique, puisqu'il y a une question d'inégalité derrière. Dans les 90% des logements locatifs, finalement, ils sont habités par les Français et les Françaises les plus pauvres, les plus modestes, et ils sont possédés par les Français et les Françaises les plus riches. Et donc, chaque mois, finalement, les loyers, c'est un transfert de richesse de la part des Français locataires vers les Français propriétaires. Donc, le cadre se situe déjà dans ce contexte, on va dire, inégalitaire, qui va être accentué dans le cas des logements passoires. On a d'un côté, finalement, si on décrit l'histoire des locataires de logements passoires, là, Assiba, par exemple, qui a sa facture qui est à Villeurbanne, Kama ou Philippe, qui est à Aubervilliers, avait essayé de pointer le sujet parce qu'il se trouvait dans des immeubles vraiment particulièrement vulnérables, ou Boussif à Vaux-en-Velin, avec cet enjeu de faire entendre leur voix de locataires. Face à eux, ils ont des propriétaires qui sont parfois, on l'a vu, on y reviendra un peu dans le zoom sur Grenoble, dans l'enquête qui a été réalisée, parfois un peu loin de leurs biens. Donc là, par exemple, Hubert Sagnières qui possède une bonne partie, Hubert et Claire Sagnières qui sont sur les deux photos, ont hérité d'un immeuble sur lequel il y a 80 logements. Et donc lui, ancien directeur général d'Essilor, vit au Canada, il est assez éloigné de son bien, il a confié la gestion d'une régie, et donc il y a une distance entre lui et puis des locataires qui vivent dans ces logements qui sont F pour la plupart et 2 qui sont été corrigés. Voilà, d'autres... la famille Ferradou, qui est basée dans les propriétés sont à Lausanne, ou Hubert Pierry, là, qui, sur un logement un peu plus petit, va vivre en région parisienne. Et là encore, avec cette distance qui accentue finalement l'écart entre l'habitant qui est tous les jours dans son bien et les propriétaires. D'où ce concept qu'on a constaté, il a été travaillé avec l'équipe de chercheurs de l'ONPE, de la rénoprocrastination, qui décrit la tendance des propriétaires à repousser les travaux. D'abord parce que c'est cher, malgré les aides, que plus généralement, ça peut être complexe, notamment là dans la copropriété, et surtout que c'est pas forcément rentable, puisque pour rentabiliser, il faudrait augmenter les loyers et que ce n'est pas souhaitable. Donc, c'est ça finalement le problème auquel on s'attaque, s'il fallait le nommer, c'est la rénoprocrastination dans les logements, dans le parc locatif privé. Dans le travail qui a été fait, on a essayé de le chiffrer sur finalement chaque année de report des travaux, ou si on bloque un écart de travaux entre de les faire cette année ou de les faire dans 5 ans, et ben c'est chaque année un montant de surfacture énergétique, un montant de facture qui est payé dans le logement non isolé
Donc là, un des appartements qu'on ciblait, c'était 2300 € par an de facture. Après rénovation, ce qui est estimé, c'est que les factures seraient presque divisées par deux, pas tout à fait. Et donc, chaque année, c'est finalement de l'argent qui est perdu là encore par les locataires les plus modestes du fait de l'indécision. À ce coût social s'ajoute le coût climat, de la procrastination, qui est le même calcul d'essayer d'évaluer à chaque fois, chaque année de travaux non faits, quel est le gaspillage énergétique et ses conséquences en termes d'émissions carbone. Voilà, je dis des choses qui sont, je pense, connues de la plupart d'entre vous, mais qui est vraiment le contexte et la manière dont on a appréhendé le problème au moment de lancer l'enjeu territoire zéro logement passoire, avec la palette d'alliés et d'acteurs que vous trouvez ci-dessous. Et voilà, on a commencé sur différents territoires, mais notamment à Villeurbanne et à Grenoble, où ça a été le plus avancé. Cécile, je te passe la main là-dessus. Je fais défiler le PowerPoint. Eh bien, merci. Du coup, je te laisse faire défiler. Ouais. Donc moi, du coup, je vais vous décrire maintenant comment s'inscrit cette initiative donc territoire zéro logement passoire, donc dans le contexte que vient de décrire Adrien. Alors déjà, je vais juste évoquer le fonctionnement de l'association. En fait, on est organisé en pôles avec donc différentes compétences qui s'allient justement pour essayer de répondre à à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, au niveau des différents acteurs et des compétences à mobiliser, on a d'une part les premiers concernés qui sont les locataires. On a du coup en face les travaux. Donc, on va dire c'est la fin de la chaîne avec les entreprises de travaux. Et en fait, au milieu, il y a tout un tas d'acteurs qui viennent se greffer. Alors, il y a en premier lieu l'accompagnateur des travaux pour la rénovation énergétique, les collectivités territoriales qui viennent pour soit fixer une ambition et le soutenir avec des aides, voilà, des aides à la mise en place de travaux. Il y a aussi évidemment en fait, les associations de la société civile qui permettent de mobiliser, d'encadrer et de faire en fait un appui sur les aspects mobilisation. Et au milieu de tout ça, on a aussi les ingénieurs thermiciens qui vont être là plutôt pour faire le pré-travail de diagnostic en fait pour cibler les bâtiments qui nécessitent des travaux. Donc, au sein de Teselopa, on a 4 pôles. Voilà, on fonctionne, on va dire, c'est une entité à 4 têtes. Donc, on a donc le pôle thermique, le pôle mobilisation, le pôle plaidoyer et le pôle communication. Et donc, ça, c'est vraiment, on a toutes ces compétences-là au sein d'une même entité, ce qui, pour nous, est en fait la réponse pour faire avancer le sujet. Donc, si on regarde au niveau de la méthodologie enfin, en fait, qui découle de notre expérience, on va dire, aujourd'hui, on a essayé de vraiment le construire sur une méthodologie qui peut être reproductible. Donc, en fait, voilà, qu'on expérimente à Villeurbanne, qu'on expérimente à Grenoble. Et l'idée, c'est voilà, d'allier les 4 pôles dont je parlais tout à l'heure pour en fait avoir vraiment quelque chose de robuste en termes d'action. Donc, si je parcours rapidement la méthodologie, on travaille d'abord sur plutôt un aspect base de données avec une cartographie des logements, des données qui peuvent venir voilà, de différentes sources. Ensuite, il y a vraiment le pas de aller vers, donc c'est la mobilisation des locataires, et donc de les organiser et puis de les faire se rencontrer, en fait, parce que souvent, ils s'aperçoivent tous qu'ils ont le problème et en fait, il faut il faut une entité qui permet de les fédérer, voilà, de les mobiliser ensemble. Ensuite, donc, il y a le démarchage au niveau des propriétaires pour, en fait, du coup, pour initier les travaux, parce que c'est ça qu'on recherche à tout prix, et ça par différentes méthodes, notamment, on va dire, la partie diagnostic énergétique, audit énergétique, qui va se faire à ce moment-là.
En parallèle, on a aussi des actions collectives qui peuvent être faites. Donc, on verra dans quelle mesure on a mis ça en place avec l'association. Ensuite, voilà, il y a les négociations des multiparties pour aboutir vraiment à la réalisation des travaux. Et puis, du coup, en dernier lieu, ça, c'est le Graal, c'est quand on a la mise en œuvre des travaux des logements. Alors, on va reprendre les éléments un à un. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire un petit peu la méthode au travers d'un cas concret. Donc, on va parler d'un bâtiment, notamment sur Grenoble, mais les différents exemples qu'on vous donnera tout au long avec Adrien, ce sera majoritairement sur des opérations, enfin sur des projets qui sont à Grenoble et à Villeurbanne. Donc, la première étape, c'est la cartographie. Donc là, il y a un gros travail de fond. On travaille avec tout un tas de données nationales, euh, notamment la carte Gorenov avec les classements des DPE, qui nous permet voilà, de voir malheureusement souvent qu'il n'y a même pas de DPE associés aux différents bâtiments. Mais en fait, globalement, ça nous permet d'avoir une première approche sur l'état des logements des bâtiments qui sont ciblés. Alors, il y a eu aussi un travail qui a été fait sur la base des cartes de personnes morales qui permet de cibler en fait les propriétaires privés, enfin, en fait, de cartographier le parc privé de euh, pardon, je cherche le terme, mais je ne vais pas le trouver. Euh, voilà, qui permet de définir les bailleurs privés. Surtout, Euh, oui, surtout les sociétés, quand c'est des bailleurs sous forme SCI, personne morale, là, quoi, tu le mettais. voilà. C'est comme ça qu'on les identifiait le plus facilement, les gros bailleurs Et qui qui sont organisés en sont, société. voilà, et qui font partie des propriétaires, enfin, voilà, les propriétaires de logements les moins enclins à faire des travaux sur les différents bâtiments. Et alors, on a essayé sur Grenoble de récupérer notamment des thermographies aériennes qui sont faites par certaines communes qui permettent d'avoir un état des lieux des toitures. Alors, c'est une donnée qui est assez partielle, mais qui permet déjà d'avoir une bonne idée de l'état des bâtiments, parce que si la toiture n'a pas été isolée, c'est peu probable qu'il y ait des travaux de rénovation énergétique qui étaient faits, que d'autres travaux aient été faits sur les bâtiments. Alors, donc ça, c'est pour la première étape. Ensuite, Et peut-être pour le nommer, pour rendre à César, c'est notamment voilà, Quentin Dacibat, en gros, c'est une équipe de chercheurs de l'ENTPE qui a vraiment fait le gros travail là-dessus et qui a fait cette cumulation des données pour les mettre en carte. Et qui l'a fait sur Sacet et qui peut le faire sur d'autres villes, d'ailleurs, je le nomme parce que si ça intéresse certains d'entre vous. donc, du coup, ce premier travail de cartographie, en fait, on va dire, voilà, il reste quand même assez théorique. Une des autres actions qu'on mène beaucoup, c'est vraiment le aller vers, en fait. Et là, donc, je te laisse en parler, Adrien, parce que finalement, c'est plus ton pôle que le mien. Ouais, regarde, là, la méthode qui est en jeu, c'est celle de community organizing. Donc, la fonction pour arriver à faire ça, c'est sur la base des cartes. La carte nous permet d'identifier finalement les portes à taper en priorité et on va former une petite équipe d'organisateurs et d'organisatrices qui vont aller là-dessus. Le principe, donc ça sur cet aller vers, donc il y a un truc qui ressemble à des méthodes d'aller vers, plutôt de sensibilisation. Là, l'enjeu, c'est de se positionner vraiment en dynamique d'organisation. Donc, à quoi ça ressemble? C'est genre, bonjour, il y a pas mal des voisins qui s'inquiètent par rapport aux factures qui sont élevées ou qui ont froid dans leurs immeubles. Vous, qu'est-ce que vous avez remarqué comme problème? Donc voilà, on va poser ça et ensuite dire, bon, mais pour vous, qui est le responsable là-dessus? Qui peut agir pour que ça change? Donc d'arriver à trouver sur qui agir pour avoir prise, avant de dire, mais qui d'autre peut être concerné par le même problème selon vous? Ah, il y a des voisins, il y a des autres.
et de dire, mais tiens, mais si on se mettait ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à agir là-dessus? Donc, les 4 questions classiques, en gros, qui est dans le dos de la grille, qui sont quel est le problème, qui est le responsable de problème, euh, quels sont le collectif, quelles autres personnes ont le même problème, et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire si on se met tous ensemble? Ça débouche sur la 5e qui est dit, ça vous dirait, vous, de faire partie du coup de ce syndicat de locataires des logements passoires qui s'organise pour agir là-dessus. Donc voilà, quand on est au porte-à-porte, on n'est finalement pas tant dans une logique ni tellement de diagnostic par rapport à certaines approches, ni tellement de sensibilisation, mais vraiment d'encouragement à s'organiser avec ses voisins pour agir. Et le débouché le plus immédiat, c'est se dire, est-ce que vous connaissez des voisins? Est-ce que ça vous dirait de les inviter pour prendre l'apéritif, par exemple, chez vous? Ou, ah tiens, il y a celui du 3e qui proposait de faire un truc chez lui jeudi prochain, est-ce que vous seriez disponible? Donc, le gros de la dynamique, c'est d'arriver à, et je recite le cadre général dans lequel on agit, qui est une asymétrie de pouvoir, un sentiment un peu d'isolement et d'impuissance, finalement, par rapport à une situation. Euh, et du coup, voilà, cette démarchage, cette organisation amène ensuite la dynamique en mode d'organisation collective. Et là, le modèle à avoir en tête, au-delà de la méthode community organizing, je pourrais revenir s'il y aura des questions, ça va être une forme de type syndicat d'habitants. Et dans le syndicat d'habitants, pour se faire des images, c'est comme un syndicat, c'est-à-dire qu'il y a un appui juridique si nécessaire. Il y a la possibilité de réaliser voilà, des études, de pouvoir, en gros, s'organiser au sein d'une structure qui donne un peu de... Il y a des porte-paroles qui vont pouvoir le faire pour pouvoir se faire entendre à la fois vis-à-vis des propriétaires, mais également des acteurs publics. Une fois qu'on est organisé, voilà, il y a un groupe qui peut faire ça, mais pour arriver à agir là-dessus, il y a besoin des experts thermiques. Et là, c'est ton Et ta spécialité. là, c'est mon vrai domaine pour le coup. Donc là, on est une belle équipe maintenant donc de thermiciens et thermiciennes, même plutôt, donc on travaille sur plusieurs niveaux. Donc déjà, il y a il y a un travail de critique des données qui nous sont transmises, notamment enfin, quand on regarde les cartographies ou des choses comme ça, parce qu'en fait, il y a certains immeubles qui peuvent être un petit peu surclassés. On peut déjà avoir cette première approche critique des données qui nous sont fournies sur les bâtiments qu'on vise. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est le volet sensibilisation information qui va être directement auprès des locataires en fait pour leur donner peut-être parfois le bon vocabulaire, pour leur donner peut-être plus de notions sur leur logement eux-mêmes. Donc ça, j'ai par exemple eu l'occasion de rencontrer les habitants de rue Charelle pour en fait leur traduire, les aider à traduire en fait il fait froid chez moi en quel rapport avec le DPE, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, ITE, ITI. Voilà, donc c'est ces notions de vocabulaire et puis d'ordre de grandeur aussi, notamment au niveau des coûts énergétiques, etc. Et il y a le dernier aspect qui est le diagnostic, en fait. Donc, les différentes... enfin, dans les différents bâtiments, alors surtout sur Grenoble, c'est mon expérience principale, il y a l'équipe des thermiciennes qui ont pu aller directement dans les logements, donc rencontrer donc, principalement les porte-paroles qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la mobilisation. On a des porte-paroles, des personnes principales, enfin, nos interlocuteurs principaux. Et en fait, on va dans les logements et on fait le diagnostic énergétique. Alors, on n'a pas d'accréditation, mais en fait, ça nous permet d'avoir un premier regard. Et donc, on est des thermiciennes de formation. Donc, c'est pas, on va dire, c'est pas approximatif, c'est vraiment notre métier de faire ça. Et ce qui nous permet d'élaborer donc un premier diagnostic, un premier audit énergétique pour communiquer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir communiquer alors, principalement avec les syndics, parce que c'est rare qu'on ait accès aux propriétaires directement. Mais l'idée, c'est de prendre ces audits énergétiques, d'aller les présenter aux autres habitants, éventuellement à l'Assemblée générale des propriétaires, voilà, pour pouvoir déjà présenter les chiffres, les données qui sont liées au bâtiment.
Voilà, donc pour les trois aspects de ce métier-là. Et en fait, donc, ces chiffres, c'est bien, mais ça arrive à convaincre pas mal de monde, mais parfois, ça ne suffit pas. Et il faut pouvoir le dire plus fort et un peu plus haut. Et donc, c'est là où interviennent les actions collectives. Yes. Sur sur les images qui sont montrées là-dessus, le cadre général dans lequel ça s'inscrit, c'est toujours la notion que je posais en introduction d'écart entre les personnes qui décident, les propriétaires, et les personnes qui vivent les conséquences des décisions, là, les locataires. Et du coup, la question du pouvoir, finalement, du pouvoir d'agir des locataires et de la relation de pouvoir entre les deux. Euh, pour celles et ceux qui sont familiers en sociologie politique, il y a trois leviers de pouvoir: convaincre, récompenser ou sanctionner. Tout l'enjeu de l'expertise, c'est d'agir sur le premier levier. C'est d'arriver en étayant la demande, voilà, d'arriver à donner une force de conviction. Et dans un certain nombre d'immeubles, ça a permis de débloquer les choses. C'est ce qu'on a cru d'abord dans l'immeuble de la rue Charelle, où vous pouvez voir là Ali d'un côté et Antonin, je crois, qui, après la première lettre, puis la première lettre collective, un peu pétition des locataires, avait commencé à enclencher les choses. Et puis finalement, en tout cas, réponse de l'agence qui a dit qu'il démarchait les propriétaires, et puis finalement, les mois passent et zéro nouvelle des propriétaires. Donc, les propriétaires qui sont notamment la famille Sagnière, avec Hubert Sagnière, l'ancien PDG d'Essilor, et Claire Sagnière, qui est médecin à Genève, les deux étant loin de Grenoble. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il y a un répertoire d'actions collectives là-dedans. Le premier niveau, donc pétition. Le deuxième, ça va être la lutte de la banderole. Là encore, une chose facile, on va afficher des banderoles comme celles qu'ils ont mis, ou dans d'autres immeubles, c'est ici logement passoire. Ça a eu un effet presque, dans ce cas-là, plus important même que ce qu'on pensait, puisque c'est une copropriété. Il y avait deux plus petits propriétaires que les seigneurs qui voulaient vendre. Et du coup, ça a eu un effet hystérisant de dire non, mais attendez, là, ils sont en train d'afficher l'immeuble. Si ça sort après sous les autres, ça va avoir un impact fort sur la valeur du bien. Et donc, dites-leur, demandez-leur d'enlever ce banderole et qu'on discute pour sortir de ce conflit qui ne mènera nulle part. Et donc, ça a été voilà, assez illustrant pour dire ça, que même ensuite, je crois 3 mois plus tard, là en septembre, quand ils se revoyaient, entre-temps, il y a eu une AG extraordinaire pour faire un audit énergétique dans l'immeuble, et au moment de discuter sur le calendrier des travaux, un des propriétaires et l'agence disaient, bon, mais si on fait ce calendrier de travaux, vous ne remettez pas la banderole, hein, pour montrer en gros qu'il y avait finalement quelque chose qui était de l'ordre un petit peu du pouvoir entre les deux, même si dans l'ensemble, c'était quand même ça c'est resté très, très constructif et vraiment dans une logique de dialogue entre les deux. D'autres formats d'action collective, ça a pu être celle comme vous voyez là, où là c'était l'agence, il n'y avait vraiment aucun lien avec les propriétaires qui sont très loin. Et donc là, les différents locataires sont allés s'installer dans l'agence en disant de toute façon, on a trop froid chez nous. Alors on vient là dans l'agence immobilière, la Socopro, je crois que ça s'appelait, pour dire bah voilà, avertissez vos propriétaires, faire quelque chose. Et c'est vrai que l'agence, c'est là la personne qui gérait le dossier. En gros, soit parce qu'elle était en surcharge de travail, soit autre, mais en tout cas, Pastinet, le directeur d'agence a reçu le locataire, et ça a déclenché l'accélération des premières mesures, avec notamment, là encore, le vote de l'audit énergétique qui n'avait pas été fait jusque-là. En parallèle de ça, ces actions collectives, du coup, il y a un enjeu potentiellement aussi de monter en puissance. Si on remonte le répertoire, ça va être l'action publique ou le recours. Les deux exemples que j'ai dit, ça reste un peu sous les radars. Mais ensuite, là, on le voit avec Voussif, par exemple, qui parle je crois que c'est France 3, ou Antonin et Hugues, là, qui, le but, c'est que leur parole sortent dans l'espace public, et ça, c'est un effet de pression encore plus important. L'élément intéressant, je vois qu'il est noté là dans le slide, c'est qui était quand même une hypothèse au début. Autant on avait, comme je vous le disais, l'expérience dans les terres sociales, autant sur les propriétaires privés, les propriétaires bailleurs, a fortiori ceux qui sont quand même loin d'ici, on a quand même eu, sur vraiment une expérience restreinte, mais là, une préétude qui a été faite là, avec
je disais, on était en partenariat avec le NTPE et des sociologues qui suivent le projet, ça a été ce chiffre de 70% de réussite, c'est-à-dire dans 70% des cas, je crois que ça touchait 300 logements, pas plus, l'action des locataires débouchait sur des premières décisions des propriétaires. Donc, on n'en est pas encore aux travaux, on est dans le cas d'un vote de politique énergétique, on est dans le cas d'une intervention, mais c'est l'élément qui, pour nous, est important d'arriver à voir dans quelle mesure des gens qui n'ont pas de pouvoir, les locataires, peuvent en avoir et peuvent activer, comme ils disent en Belgique, comment ils peuvent avoir un rôle d'activation des démarches de rénovation. Oui, donc ce qu'on disait, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à l'accomplissement, à l'accompagnement vers les travaux, mais donc l'équipe thermicienne notamment est toujours là. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être mobilisé jusqu'au bout pour suivre les différentes copros, sachant que de toute façon, une fois que les travaux sont lancés, disons, il y a des entités qui vont en fait piloter et suivre les travaux, mais en fait, on reste aussi interlocuteur vis-à-vis des locataires. Euh, pour les différentes questions qui peuvent subsister, des problématiques peut-être de communication. En fait, on voit souvent ça entre voilà, le locataire qui, en fait, lui, va subir son logement, et de l'autre côté, par exemple, un bureau d'études qui parle clairement pas la même langue. Donc, s'il y a un représentant des locataires qui, par exemple, peut assister aux réunions de chantier, en fait, nous, on restera présent pour faire l'intermédiaire, pour faire les traductions techniques, quoi. Alors, donc là, on vient de dérouler les différentes méthodes, les différentes étapes, pardon, de la méthode. Ce qui reste à évoquer, c'est comment on s'appuie en fait enfin, en fait, comment on appuie la mobilisation et comment on s'appuie sur en fait, les collectivités. Donc, en fait, dans les différents territoires là qu'on a évoqués, on a rencontré les acteurs publics, donc en priorité donc les villes et les métropoles, mais aussi d'autres acteurs comme l'ALEC, les ALEC, voilà, qui sont le relais justement sur le volet rénovation énergétique. Et l'idée, c'est de voir en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec les collectivités, justement, en soutien à notre action. Alors, dans le cas récent, là, sur Grenoble, on a pu rencontrer la métropole de Grenoble, donc les différents interlocuteurs sur le volet rénovation énergétique, donc le porteur du dispositif Murmure à Grenoble, qui est en fait le dispositif d'aide pour la rénovation énergétique avec un système d'aide financière. On avait aussi l'élu au plan climat, voilà, dont le sujet est, en fait, c'est le cœur de son action. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut en fait, profiter de leur position pour en fait, soutenir l'action alors, en amont. Parce qu'en fait, finalement, une fois que la démarche est lancée par les copropriétés, on va dire, ça déroule tout seul. Donc là, presque les syndicats de locataires peuvent avoir comme interlocuteur uniquement leur syndic d'immeuble et la LEC, par exemple. Donc là, on essaye de voir différentes actions qui peuvent être faites directement par les collectivités locales. Alors, les choses qu'on a pu discuter avec la métropole de Grenoble, par exemple, c'est d'avoir déjà une présentation de notre action dans le journal de la métropole. La métropole comporte quand même pas mal de communes qui ont des journaux, enfin des journaux par commune. Et l'idée, c'était de préparer avec la métropole un petit encart rappelant le dispositif de rénovation énergétique et l'action conjointe de l'association Tézélopa, dans un format un petit peu, on va dire, tout en un, que chaque commune pourrait intégrer facilement dans leur journal sans avoir de journalistes associés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'action, la prochaine action là, sur laquelle on travaille avec la ville de Grenoble. Après, voilà, il y avait une autre initiative qui était intéressante aussi, c'était
de pouvoir, en fait, quand le syndicat de locataires est déjà formé, il s'adresse au syndic d'immeubles, donc qui est le représentant des propriétaires. Et l'idée, c'est d'appuyer en fait la demande des locataires enfin, la demande des locataires de rénovation énergétique par un courrier de la métro via le dispositif Murmure, donc de rénovation énergétique, un courrier qui leur dirait, enfin, pour faire simple, disons, bonjour copropriété, voilà, copropriété rue Charelle, par exemple. Euh, les locataires sont mobilisés dans votre immeuble pour la rénovation énergétique. Nous vous rappelons qu'il existe sur la métropole le dispositif Murmure. Vous pouvez contacter facilement le dispositif via voilà, tel contact. Ce qui permet voilà, de refaire un petit rappel des dispositifs qui sont déjà existants, parce que en fait, on s'est retrouvé avec notamment des propriétaires rue Charelle qui disaient enfin, quand les premières remarques sont remontées à la propriétaire pour lui dire, ben, en fait, voilà, il faudrait rénover le logement parce que, en fait, c'est une passoire. En fait, le propriétaire n'y avait même pas pensé. Donc, en fait, c'était pas une question d'argent ou de complexité comme on l'a évoqué au tout début, qui sont les freins principaux. Là, c'était vraiment, ah oui, c'est vrai que c'est pas bête. Enfin, et donc, du coup, voilà, ça, c'est un aspect. On se dit peut-être avec ce courrier via la métropole, euh, on peut au moins peut-être réussir à, voilà, à remettre sur le premier plan cet aspect rénovation énergétique vers des propriétaires qui sont pas contre, finalement, c'est juste qu'ils n'y avaient pas pensé. Et l'enjeu, peut-être là-dessus, de la même manière que je décrivais tout à l'heure la pression graduelle qui peut être faite par les locataires, depuis le courrier, la pétition, la banderole collective. Donc, c'est de mieux penser. Et là, alors, on est allé un peu moins loin à Grenoble, mais là, c'est notamment à Villeurbanne, avec la première convention qui a été signée sur le territoire zéro logement passoire, ou avec la ville de Lyon, plus près, sur lequel on essaie de formaliser le répertoire d'action publique. Donc, le premier volet qu'on vient de décrire sur la pression symbolique, le courrier, et ensuite des leviers comme l'injonction au ravalement de façade, les visites des services hygiène, voilà. Et même dans un certain cas, alors qui était prêt au travail, mais à Saint-Martin-d'Air, dans lequel la collectivité était intervenue pour pousser une propriétaire, on va dire, calcitrante, à vendre ses biens au bailleur social, la Pluralis, qui gérait ça. Donc voilà, le but, et on finit un peu là-dessus, c'est quand même bien visualiser. On zoome un peu sur le micro, la dynamique d'organisation par immeuble, mais l'approche générale, c'est bien d'articuler finalement une mobilisation par en bas des locataires et une action publique. On parle, et ce qu'on vise avec cette approche-là, c'est une planification écologique. En gros, c'est d'articuler la force de planification écologique. D'ailleurs, on l'a pas trop dit, mais c'est aussi Villeurbanne, c'est avec les services de la ville qu'on arrive à avoir le maximum de données, l'accès aux données des impôts pour identifier les gros propriétaires des logements passoires. C'est un des trucs qui intéressait les collectivités aussi, de dire qui sont les multipropriétaires de passoires, comment on arrive à les cibler. Et Il va vous donc, je falloir crois conclure, on a Adrien et dépensé, Cécile. Ouais, on a on garde dépassé un le peu de temps, en temps. tout cas, voilà, donc pour ça. C'était fait à Grenoble, on me disait, et à Lyon, c'est là où ça a été le plus avancé. Et aujourd'hui, il y a eu, voilà, pour le mettre en contexte, ça avait intéressé beaucoup des partenaires et des collègues sur le territoire belge. Et donc, le territoire zéro logement passoire a remporté l'appel à projet Rénovatex pour être lancé à Namur et à Liège. Et là, juste récemment, la semaine passée, c'est un travail sur le territoire bordelais avec la métropole qui est déjà assez motrice et engagée là-dessus et qui ouvrait le truc avec le fait que les locataires puissent eux-mêmes avoir accès à du DPE et de la contre-expertise, et puis un travail qui va commencer là sur les données pour recenser les gros propriétaires des logements passoires. Merci Merci. Adrien et Cécile, merci beaucoup pour cette présentation. On va profiter des 10 dernières petites minutes
pour un temps de questions-réponses. Vu qu'on n'est pas très nombreux, on vous propose de lever la main pour poser vos questions. On vous donnera la parole. Je vais quand même relayer les quelques questions qui ont été partagées dans le chat. Il y avait une question, est-ce que Alliance Citoyenne travaille sur d'autres sujets comme la question des squats ou personne parle de logements qui pourraient être infestés par des rats, entre parenthèses, logements sociaux. Oui, du coup, ça, on va dire, c'était un peu le premier métier. C'est vraiment le côté association de locataires. Et en gros, avec deux démarches, c'est-à-dire soit sur un territoire, quand il y a des, en gros, des enjeux, beaucoup de problèmes, et l'enjeu de reconstruire un interlocuteur collectif de locataires, c'est là où la méthode organisateur, comité organisateur de ce locataire vient jouer un rôle. Et donc, voilà, ça, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est à plusieurs reprises qu'on nous a demandé un peu de l'appui. Par exemple, à Arcueil, il y avait beaucoup de problèmes dans une barre, et donc, un organisateur ou une organisatrice va, sur la base de ces informations, aller taper aux portes, construire quelque chose pour faire émerger à la fois des porte-paroles, construire vraiment finalement un syndicat locataire qui va ensuite pouvoir accompagner des démarches de rénovation ou alors accompagner quand il faut faire des opérations de dératisation, s'assurer qu'ils puissent rentrer dans tous les logements et compagnie. Ok. Quelqu'un demande de redonner le nom coordonné de la personne qui fait la cartographie. Cartographie thermique, peut-être le mettre dans la discussion pour que tout le monde ait bien le contact. Et une autre question, concrètement, comment une ville peut s'adjoindre à vos services? Donc voilà, je mets quand on a Cibat et c'est sur l'adresse c'est contact@zerologement passeport, c'est dispatché à tout le monde. Ça permet de voir ça. Et donc c'est un doctorant, vous le dites rapidement, ENTPE. Et sur les villes, donc le premier travail qui est fait, c'est ça, c'est d'arriver à comprendre déjà, de bien positionner la démarche dans le cadre de l'action publique existante. Donc là encore, c'est moi je parlais de Quentin, je pourrais parler de Clarisse Veillard, qui est une autre chercheuse qui est associée à la démarche des ELOPA, qui elle fait plutôt une comparaison de l'action publique de rénovation par les collectivités. Et donc le premier, simplement là aussi une demande, et on fait un rendez-vous de travail pour arriver à bien identifier qu'est-ce qui est fait. S'il y a déjà des démarches, une action publique engagée sur le parc locatif privé, et aussi en termes d'acteurs, d'associations de locataires ou autres qui existent sur le territoire, s'il y a des choses pour qu'ensuite l'organisation couteau suisse, comme Cécile l'a bien décrit, quoi, l'ordinateur, l'organisatrice, la communauté de locataires, les experts et autres puissent intervenir vraiment en s'ancrant dans l'écosystème local. Donc là encore, effectivement, je donnerai les contacts. Ce qu'on a fait là, en gros, que ce soit, comme je l'ai cité rapidement, en Belgique ou là plus récemment à Bordeaux ou dans l'extension dans la région métropolitaine, c'est ça, simplement une marque d'intérêt, de dire tiens, ça nous intéresse de creuser, on se voit et on regarde pour voir si c'est pertinent, parce que notre démarche, elle a des forces, on a essayé de la partager, on y croit, mais elle n'est pas non plus magique et donc elle doit s'articuler avec les ALEC ou les autres acteurs locaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite lever la main pour poser une question en direct? Une question écrite. Les locataires sont-ils sensibles à l'utilisation de matériaux écologiques pour les travaux de rénovation? Faites-vous de la sensibilisation dans ce sens? Oui, alors ça c'est vrai que quand on fait la vulgarisation, après c'est la déformation professionnelle, mais c'est vrai que c'est les matériaux écologiques qu'on va avancer, alors notamment par exemple pour l'isolation de toiture, parce qu'en fait, évidemment, on part de la problématique hiver, hein, pour voilà, une question de confort d'hiver, mais en fait, on n'oublie pas le confort d'été, et notamment en toiture, pour l'isolation de toiture et le confort en été, c'est les matériaux écologiques qu'on va, qu'on va proposer au maximum. Et sachant que, alors, dans les différentes ALEC avec qui on a échangé,
ils ont aussi cette démarche-là. Donc, je veux dire, on a quand même, globalement, les techniciens, on parle d'une seule et même voix sur ce sujet. Un des trucs, alors ça dépend des villes, mais à Lyon, ce qui nous aide beaucoup, c'est comme il y a des aides spécifiques pour la rénovation en matériaux géosourcés. Euh, En gros, finalement, les locataires doivent déjà se battre pour avoir des rénovations. Et ensuite, je suis passé assez vite là-dessus, mais c'est quand même intéressant à savoir. La démarche de mobilisation des locataires, il se passe aussi une démarche finalement de politisation, euh, qui est effectivement l'élément marquant. Nous, ça avait commencé dans la HLM, mais ce qui a été quand même un des trucs plutôt intéressants, où il y avait ces dynamiques, ces rencontres de locataires, et donc, vous l'avez vu dans les secteurs, il y avait des bénévoles professionnels de Greenpeace ou des militants d'Alternativa qui venaient et qui disent aux gens, nous, on vous soutient, votre combat pour les rénovations. Et pourquoi on vous soutient? Parce qu'on est écologiste et qu'on croit effectivement que votre combat, c'est pas seulement pour votre famille et pour les factures, mais c'est aussi pour les économies d'énergie planète. Et cet effet-là a eu un effet assez marquant, quoi, et notamment nous dans des villes dans lesquelles des fois on était avec des personnes populaires qui avaient un peu de défiance. Même la notion d'écologie ou des écologistes, elle était synonyme de Éric Piolle, le maire que j'aime pas, ou des écologistes bobos du centre-ville. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les banderoles, mais une des grandes banderoles qui avait été faite à un moment, c'était l'écologie pour nous aussi. Une autre, c'était l'écologie pour nos quartiers. Et ça disait, en gros, d'habitude, l'écologie, on sait que ce n'est pas pour nous. Et là, en fait, c'est pour nous. Et cet effet-là, voilà, d'une personne, Khadija, qui sortait d'une négociation avec l'agence, et elle était interviewée pour France 3. Elle disait, voilà, nous, pour les factures, non, non. Et puis, c'est pas que pour nous, c'est pour la planète, c'est pour l'énergie. Et donc, nous, on sent ça, mais qui est quelque chose qui a été bien documenté en sociologie, c'est aussi sur la politisation. La politisation, elle se fait d'autant plus quand elle se fait en mouvement, en action, et quand elle se fait par infusion. Euh, pour, et donc là, le fait d'infuser en fait, la présence des experts, des militants dans les espaces collectifs, c'est là aussi où on se dit, bah voilà, on se bat aussi pour avoir des matériaux géosourcés, ou Boussif, qu'on a vu sur les photos, qui se bataille aussi pour pouvoir avoir de l'énergie renouvelable en même temps que la rénovation. Mais voilà, ce que disent les sociologues sur la politisation, c'est qu'il faut deux facteurs pour la politisation en général et la politisation écologique. C'est l'image du sachet de thé. Il faut de l'eau bouillante et il faut un concentré de politique. Si vous mettez un sachet de thé dans l'eau froide, si vous allez essayer de politiser ou écologiser les gens à froid, ça marche un peu, mais très, très peu. Si vous faites juste bouillir de l'eau, mais qu'on n'amène pas derrière des idées, des militants, des concentrés de politique qui vont être les experts, les militants et autres, c'est pareil, la mobilisation retombe et on n'a pas changé. Mais si on fait les deux en même temps, quand la mobilisation est finie, on a tous et toutes été infusés un peu de cette approche-là. Et c'est aussi, voilà, on a été centré rénovation, mais en fait, derrière ce qui se passe là, c'est aussi une transformation individuelle des individus et des personnes qui s'engagent là-dedans. Et en tout cas, nous, à l'Institut, c'est aussi la démarche d'éducation populaire en général et de renforcement de militantisme écologique en particulier qui nous intéresse dans ce travail. Une dernière question, peut-être avant qu'on arrête la présentation. Vos actions s'adressent-elles à toutes les tranches de population telles que proposées par France Rénov, classement par revenu? Car les partenaires sont différents. Oui, alors, je pense que j'ai compris la question. Je vais noter. En fait, le travail des thermiciens, c'est pas seulement la partie, on va dire, purement technique avec enfin, voilà, les relevés sur place des matériaux et pour l'évaluation énergétique. C'est aussi, en fait, ben, on regarde les différentes aides qui sont disponibles sur le territoire. Et en fait, justement, on vient voir qu'est-ce que les locataires peuvent aller présenter au syndic de leur immeuble. Donc, en fait, on a bien préparé et pré-mâché, on va dire, le travail du propriétaire qui veut faire des travaux en lui disant, ben voilà, telle aide existe en tenant compte donc, notamment des revenus, par exemple. Mais on se remet bien dans le contexte
dans le contexte local, mais ça s'adresse bien à n'importe qui, peu importe son revenu. Et nous, après ça, sur l'expérience Alliance, je pense que vous l'aurez vu, on a plutôt un savoir-faire, une habitude de travailler avec des personnes issues des classes populaires. Mais dans les logements passoires, et notamment en centre-ville, on se retrouve quand même avec des groupes assez variés. On va dire classe moyenne et populaire. Il y a aussi beaucoup, des fois, des étudiants qui sont dans ces logements passoires. Et il y a l'enjeu, effectivement, de s'adapter par rapport à ça. Je vois qu'il y a une question sur un échange avec une personne qui est en charge du pôle écologie et logement pour une ville de 65 000 habitants dans le Var. Donc ça, évidemment, c'est avec plaisir qu'on échange pour optimiser, pour adapter voilà, vos préconisations. Ouais. Et le contact a été mis dans l'espace discussion. Merci à tous les... Ouais. Oui, Adrien, tu veux Et la dernière question, je dois trouver des partenaires. En gros, c'est là parce que là, qu'on disait, on présentait avec les deux casquettes, le casquette mobilisation, moi-même, Cécile, expertise. La troisième casquette est plus absente, c'est vraiment la question action publique. Et c'est pour ça qu'on croit nous vraiment à cette notion la notion de planification écologique et que une des parties du travail, c'est d'arriver à pousser ça. Et ça, alors on l'a fait un peu. Là, c'est surtout à Lyon qu'on arrive à le faire. Pour l'instant, Grenoble, Cécile, tu me corriges, on n'est pas trop avancé là-dessus. Mais rien que sur les entreprises de diagnostic, en fait, il y a beaucoup de pas fiables et on est tombé sur des cas où il y avait même, on était à la limite de la fraude parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment en tout cas, on voyait des fautes qui étaient récurrentes et ça ressemblait à des diagnostics plutôt bienveillants pour pas donner des étiquettes EFG. Et du coup, tout l'enjeu à l'échelle d'un territoire, là, le démarchage a commencé cet été à Lyon, c'est d'arriver à avoir un peu des entreprises agréées, on va dire, ou encouragées pour qui s'engagent à être bien disants là-dedans et qui, en échange, bénéficient, on va dire, des travaux qui vont être déclenchés par la démarche des revenus de Bosphore. Donc, sur voilà. Grenoble, sur Grenoble, on s'appuie sur le dispositif de la métropole, donc Murmure, là, qui est de rénovation énergétique, où ils ont déjà cette liste accréditée. Donc, nous, on s'appuie totalement sur leur base de données. Merci à tous les deux pour cette présentation. Juste avant de conclure, on peut peut-être partager, j'avais deux ressources en tête, peut-être le lien vers l'enquête que vous avez faite, qui est un peu, office un peu de document de présentation de territoire zéro logement passoire, que je mets dans l'onglet discussion pour les participants. Et peut-être le guide s'organiser et agir contre les passoires thermiques, un guide pour mobiliser en copropriété, parce que Adrien a évoqué voilà, des méthodes de mobilisation inspirées du community organizing. Donc voilà, peut-être que ça peut être aussi plus parlant pour ceux qui souhaitent y jeter un œil, d'autant que c'est un guide très intéressant. Donc je le mets également dans l'espace de discussion. Pour les spectateurs. Et je crois, alors, c'est pas lui que tu as mis, mais je crois qu'il y a autre chose. Je pourrais l'envoyer, mais le rapport un peu spécifique, je crois que c'est pas le lien qui a été mis, vraiment qui s'appelle locataires précaires face aux propriétaires rentiers des logements passoires, ou un truc comme ça, et qui décrit certaines études de cas. Il va être présenté d'ailleurs demain au moment de la journée contre la précarité énergétique à la presse. Il a été mis à jour là-dessus, donc je pense qu'Aurélien, je ne t'ai pas envoyé la dernière version, mais je pourrais vous le renvoyer et peut-être, s'il y a une liste mail, vous renvoyer le document. Volontiers. Et on pourra peut-être même le mettre sur la page du rappel où il y aura le replay, peut-être ces deux documents-là. Trop bien. Merci beaucoup à tous les deux pour ce retour d'expérience. Merci à tous les participants et participantes. Je rappelle que voilà, Anne-Valérie et moi, on reste disponibles si vous souhaitez nous faire remonter des idées de retour d'expérience, si vous voulez aussi partager les initiatives qui sont menées sur vos territoires. On vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci à tous.